Mes parents ont pris 12 700 € sur ma carte pour ma sœur. Tu ne voyages jamais. Harry maman. J'ai alors vendu la maison où ils vivaient gratuitement. À leur retour de croisière. Surprise. 29 appels manqués. De toute façon, ce n'est pas comme si tu voyageais, Chloé. Arrête d'être si dramatique à propos de toute cette situation. Le rire de ma mère résonna à travers le téléphone, tranchant et dédaigneux, me transperçant comme il l'avait fait pendant 33 ans de ma vie. J'étais assise dans mon petit appartement à Lille, fixant le relevé de carte de crédit qui venait d'arriver dans ma boîte de réception. 12 700 €. Une croisière de luxe en Méditerranée pour ma sœur Camille, facturée sur mon compte sans un seul mot d'avertissement ni la moindre permission de qui que ce soit dans ma famille. Je m'appelle Chloé et j'avais passé toute ma vie d'adulte à être la personne responsable de ma famille. Celle qui avait cumulé 2 emplois pendant ses études universitaires alors que les frais de scolarité de ma jeune sœur Camille dans une école de commerce privée étaient entièrement payés par nos parents. Celle qui économisait chaque centime pendant que mes parents louaient Camille pour ses goûts dispendieux et ses choix de vie sophistiqués. Celle qui avait acheté une maison à 29 ans, pour ensuite laisser mes parents y emménager gratuitement lorsque mon père a prétendu que ses économies de retraite avaient été complètement anéanties par de mauvais investissements qu'il avait faits. Maman, tu as utilisé ma carte de crédit sans me demander d'abord, ai-je dit, essayant de garder une voix stable et calme. C'est 12 000 € que je n'ai pas qui dorment sur mon compte bancaire en ce moment. Oh, s'il te plaît, s'est-elle moquée bruyamment au téléphone. Tu gagnes bien ta vie dans ton cabinet d'expertise comptable. Et Camille méritait ce voyage après tout ce qu'elle a traversé avec son divorce récemment. De plus, nous sommes tes parents. Ce qui est à toi est à nous. N'est-ce pas ainsi que la famille est censée fonctionner? J'ai fermé les yeux, sentant le poids familier de l'épuisement s'abattre lourdement sur moi. Tout ce que Camille a traversé avec son divorce. Son divorce d'un homme qu'elle avait trompé à plusieurs reprises tout au long de leur mariage. Son incapacité à garder un emploi plus de 6 mois à la fois. Son besoin constant de sauvetage financier qui finissait toujours par retomber uniquement sur mes épaules. Quand comptiez-vous me parler de ce débit sur ma carte, lui ai-je demandé. On te le dit maintenant, non? La croisière part dans 3 jours du port de Marseille. Camille est déjà tellement excitée à ce sujet. Ton père et moi y allons aussi. Bien sûr, quelqu'un doit lui tenir compagnie pendant le voyage. Et nous avons pensé que ce serait de belles vacances en famille dont nous pourrions tous profiter ensemble. Des vacances en famille. Une croisière que je payais entièrement, mais à laquelle je n'étais même pas invité. Vous allez tous faire cette croisière sur ma carte de crédit sans demander. Chloé, ne commence pas avec ce ton. Tu sais que le dos de ton père le fait terriblement souffrir ces derniers temps, et nous ne faisons jamais rien de bien ensemble en tant que famille. Tu devrais être heureuse pour nous au lieu de te plaindre de l'argent. De plus, tu es toujours trop occupée par le travail pour voyager de toute façon. Les points seront bons pour ta cote de crédit ou peu importe ce qui t'importe tant. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé de façon permanente et complète. Ce n'était pas de la colère, pas exactement ce que je ressentais. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé que la simple rage ou frustration. Une clarté qui s'était construite pendant des années, se cristallisant enfin en quelque chose auquel je pouvais m'accrocher fermement et utiliser. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix soudainement calme et parfaitement stable. J'espère que vous passerez tous un merveilleux moment ensemble lors de la croisière. Profitez du voyage. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Ma mère n'était pas habituée à ce que je cède si facilement sans me battre d'abord. Habituellement, il y aurait eu une dispute entre nous, suivie d'une culpabilisation de sa part, suivie de ma capitulation éventuelle et d'excuses pour avoir fait toute une histoire pour rien d'important. Eh bien, c'est mieux comme ça, a-t-elle dit, bien que je puisse entendre la confusion évidente dans sa voix. Je savais que tu comprendrais une fois que tu y aurais réfléchi rationnellement, comme une bonne fille le devrait. La famille doit se soutenir mutuellement à travers tout ce qui arrive. Absolument, ai-je convenu agréablement avec elle. La famille doit se soutenir mutuellement à travers tout. Après avoir raccroché le téléphone, je suis resté assise dans un silence complet pendant très longtemps dans mon appartement. L'appartement que je louais était petit et modeste, un 2 pièces dans lequel j'avais emménagé après avoir laissé mes parents prendre entièrement possession de ma maison. Ma maison, celle pour laquelle j'avais économisé pendant des années, celle où j'avais prévu de fonder ma propre famille un jour dans le futur. Celle où mes parents vivaient gratuitement depuis 4 ans pendant que je payais l'hypothèque, les impôts fonciers,
l'assurance et toutes les factures depuis un appartement exigu à l'autre bout de la ville. Ils avaient promis que ce ne serait que temporaire lorsqu'ils ont emménagé avec moi pour la première fois. 6 mois, peut-être 1 an tout au plus, jusqu'à ce que mon père se remette financièrement sur pied après ses pertes. Mais les mois s'étaient transformés en années lentement, et chaque fois que j'abordais le sujet de leur recherche d'un logement, ma mère me rappelait tout ce qu'ils avaient sacrifié pour m'élever correctement quand j'étais enfant. Mon père se tenait le dos de manière dramatique et parlait de la difficulté de déménager à son âge. Et je me sentais assez coupable pour laisser tomber encore quelques mois de plus. Mais cette situation était complètement différente de tout ce qui avait précédé. Il ne s'agissait pas de me demander de couvrir une facture inattendue ou d'aider pour les courses pendant un mois difficile pour eux. C'était prendre 12 700 € sans permission et en rire ouvertement à mon visage. C'était réserver des vacances de luxe pour eux-mêmes et ma sœur tout en traitant mon argent comme s'il était le leur, à dépenser comme bon leur semblait sans conséquence. Non, pas cette fois. Pour la première fois de toute ma vie, j'allais arrêter d'être le paillasson de la famille pour tout le monde. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail pour la première fois en 3 ans. J'avais besoin de temps pour réfléchir soigneusement à tout, pour planifier correctement ce qui m'attendait. Pour m'assurer absolument que j'étais vraiment prête à faire ce que j'envisageais sérieusement, je me suis fait une tasse de café fort et je me suis assise à ma petite table de cuisine, laissant les souvenirs me submerger comme une marée que j'avais retenue pendant des décennies. En grandissant, j'avais toujours su que j'étais l'enfant la moins favorisée dans notre dynamique familiale. Camille avait 2 ans de moins que moi, blonde et belle, alors que j'étais d'apparence simple et pratique. Elle avait le charme naturel de ma mère et les yeux bleus frappants de mon père, tandis que j'avais hérité de la carrure robuste et des cheveux bruns banals de ma grand-mère. Dès le moment où Camille a appris à marcher, elle a été constamment le centre de l'attention dans notre foyer. Je me souvenais clairement de l'année où j'ai figuré au tableau d'honneur pour la première fois à l'école primaire. J'étais rentré précipitamment à la maison avec mon bulletin scolaire serré dans mes mains, attendant des éloges et une célébration de la part de mes parents pour ma réussite. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes parents en train de s'extasier sur le trophée de participation de Camille pour un spectacle de danse auquel elle avait participé. « C'est bien, Chloé », avait dit ma mère sans même regarder mes notes sur le bulletin. « Mets-le sur le frigo si tu veux l'afficher. » Je me souvenais avoir économisé mon argent de poche pendant des mois pour m'acheter ma première bicyclette toute seule, pour qu'elle soit finalement donnée à Camille quand elle a fait une crise parce qu'elle en voulait une aussi. « Tu es la grande sœur », m'avait expliqué patiemment mon père. Tu dois toujours donner le bon exemple de partage avec ta jeune sœur. Je me souvenais avoir travaillé 30 heures par semaine au lycée pour économiser de l'argent pour l'université pendant que Camille faisait des virées shopping avec la carte de crédit que mes parents lui avaient donnée uniquement pour les urgences. Je me souvenais avoir obtenu mon diplôme avec mention et une montagne de dettes étudiantes tandis que mes parents contractaient des prêts pour envoyer Camille dans une école de commerce privée parce qu'elle disait que l'université publique n'était pas assez bien pour quelqu'un comme elle. Et je me souvenais du jour, il y a 4 ans maintenant, où mon père m'avait appelé en pleurant pour me dire qu'ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient économisé pour la retraite. Le plan d'investissement qui s'est avéré être complètement frauduleux. Le compte d'épargne complètement vidé qui en a résulté. La menace de saisie sur leur maison familiale à laquelle ils faisaient face. Je venais juste de conclure l'achat de ma propre maison à ce moment-là, un modeste 3 pièces dans un quartier calme qui représentait des années de sacrifice et de planification financière minutieuse de ma part. Sans aucune hésitation, j'avais proposé de les laisser rester avec moi jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Juste pour un petit moment, avait dit ma mère, dirigeant déjà les déménageurs pour placer ces meubles dans ma maison. Nous serons partis avant que tu ne t'en rendes compte. Mais ils n'ont jamais quitté ma maison après cela. Et lentement, au fil du temps, ma maison est devenue la leur au lieu de la mienne. Mes meubles ont été déplacés dans le garage pour faire place aux leurs. Mes décorations ont été remplacées par des photos de famille qui présentaient mystérieusement beaucoup plus de photos de Camille que de moi. Ma chambre d'amis est devenue l'antre de mon père, et mon bureau à domicile est devenu la salle de bricolage de ma mère pour ses projets. Lorsque j'ai commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un pour la première fois depuis des années, ma mère m'avait fait comprendre très clairement qu'amener mon petit ami à la maison serait un comportement inapproprié. Nous sommes tes parents, Chloé. Nous ne devrions pas avoir à gérer tes histoires romantiques sous notre toit où nous vivons. Alors, j'ai trouvé un petit appartement à proximité et je les ai laissés avoir la maison entièrement pour eux, payant toujours chaque facture alors qu'ils ne contribuaient absolument à rien. La relation n'avait pas duré très longtemps après cela. Mon petit ami ne pouvait pas comprendre pourquoi je laissais ma famille me marcher dessus constamment comme ça,
et je ne pouvais pas l'expliquer d'une manière qui avait du sens, même pour moi-même à l'époque. C'était juste comme ça que les choses avaient toujours été dans notre dynamique familiale. Chloé sacrifie tout pour les autres. Chloé subvient aux besoins de tout le monde. Chloé ne demande rien et attend encore moins en retour de qui que ce soit. Mais maintenant, assise dans mon appartement exigu et fixant un débit de 12 700 € sur mon relevé de carte de crédit, je comprenais enfin ce que je refusais de voir clairement depuis toujours. Ma famille ne m'aimait pas du tout en tant que personne. Ils aimaient ce que je pouvais faire pour eux. Ils aimaient ma fiabilité, ma culpabilité, ma volonté sans fin de faire passer leurs besoins avant mon propre bien-être. Mais moi, en tant que personne avec mes propres besoins, j'étais invisible pour eux sauf quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'ai pensé appeler ma meilleure amie, Florence, pour parler de mes sentiments compliqués à propos de tout cela. Mais je savais déjà ce qu'elle me dirait. Florence me disait depuis des années que ma famille était toxique pour moi, que je devais établir des limites fermes avec eux, que je valais plus que la façon dont ils me traitaient constamment. J'avais toujours trouvé des excuses à mes parents. Trouvé des moyens de justifier leur comportement envers moi. Je m'étais convaincu que les choses changeraient si j'essayais juste un peu plus fort de leur faire plaisir. Eh bien, j'avais fini d'essayer de leur faire plaisir maintenant. J'avais fini d'être le distributeur automatique de la famille pour tout le monde. J'avais fini de prétendre que c'était à cela que ressemblait l'amour dans une famille. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'agent immobilier que j'avais trouvé en ligne la nuit dernière. Elle s'appelait Denise, et elle a répondu à la deuxième sonnerie rapidement. J'ai une maison que je dois vendre rapidement, lui ai-je dit directement. Elle est actuellement occupée par des locataires, mais je suis la seule propriétaire légale sur l'acte. À quelle vitesse pouvons-nous réaliser cette vente? La visite de la maison a eu lieu 2 jours plus tard alors que mes parents et Camille étaient occupés à faire leurs valises avec excitation pour leur croisière. Je leur ai dit que je passais vérifier le chauffe-eau, qui faisait des bruits étranges selon la dernière plainte de ma mère. Ils ont à peine reconnu ma présence alors que je traversais la maison avec Denise, soulignant les caractéristiques et notant soigneusement l'état des différentes pièces. C'était surréaliste de voir ma maison à travers les yeux d'une professionnelle de l'immobilier comme ça. La maison était en excellent état général, grâce à l'entretien que j'avais continué à payer even après avoir déménagé. Mes parents l'avaient gardée raisonnablement propre. Je devais au moins leur accorder cela. Ils avaient peut-être complètement envahi mon espace, mais au moins ils ne l'avaient pas laissé tomber en ruine. C'est une belle propriété, a dit Denise alors que nous nous tenions ensemble dans le jardin, surveillant tout. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine rénovée, sous-sol fini. Dans ce marché actuel, nous pourrions la mettre en vente pour beaucoup plus que ce que vous avez payé il y a 4 ans. Vous avez accumulé beaucoup de plus-value ici. Une plus-value dont mes parents avaient profité pendant que je survivais dans un appartement de location à l'autre bout de la ville. Une plus-value dont ils supposaient qu'il hériterait un jour finalement, s'attendant probablement à ce que je la laisse à Camille puisqu'elle en avait plus besoin que je ne l'aurais jamais fait dans leur esprit. Mettez-la en vente, ai-je dit fermement sans aucune hésitation. Quel que soit le prix que vous jugez juste pour le marché, je veux qu'elle soit vendue avant que mes locataires ne reviennent de leur voyage de vacances. Denise a hoché la tête en accord avec mon échéancier. J'aurai l'annonce en ligne demain matin au plus tard. Et j'ai quelques investisseurs avec qui je travaille régulièrement qui pourraient être intéressés par un achat comptant rapide de cette propriété. Pas de garantie là-dessus, mais je passerai quelques appels aujourd'hui. Fidèle à sa parole, Denise a mis la maison en vente dans les 24 heures suivant notre rencontre. À ce moment-là, mes parents et Camille étaient déjà en route vers le port de Marseille avec excitation, m'envoyant des photos de leur joie, et pas un seul mot de remerciement pour avoir financé toute leur aventure. Ma mère m'a envoyé par SMS une photo de leur cabine sur le navire, spacieuse et luxueuse, avec un balcon privé donnant magnifiquement sur l'océan. « J'aimerais que tu sois ici avec nous », a-t-elle écrit, suivi d'une série d'émojis rires qui ont rendu son insincérité parfaitement claire pour moi immédiatement. Je n'ai pas répondu à son message du tout. Au lieu de cela, j'ai surveillé mon téléphone attentivement alors que les demandes de renseignements sur la maison commençaient à arriver régulièrement tout au long de la journée. Denise avait eu tout à fait raison sur les conditions actuelles du marché. Dans les 3 jours suivant la mise en vente, nous avons eu plusieurs offres compétitives, dont 2 acheteurs au comptant qui pouvaient conclure la vente en une semaine. J'ai accepté l'offre la plus élevée sur la maison, un achat au comptant d'un jeune couple qui venait de se marier récemment et qui était impatient de commencer sa nouvelle vie ensemble. Ils s'appelaient Jonathan et Claire. Ils semblaient vraiment excités par la maison lorsqu'ils l'ont visitée,
parlant de la chambre d'enfant qu'il voulait installer dans la chambre d'amis et du jardin qu'il prévoyait de planter ensemble dans la cour arrière. Cela semblait juste, d'une certaine manière, de savoir que ma maison irait à des gens qui l'apprécieraient vraiment et en prendraient soin. La signature finale était prévue pour la veille du retour de mes parents de la croisière. J'ai signé tous les papiers d'une main ferme, transférant la propriété du bien que j'avais travaillé si dur pour m'offrir seul. Le produit de la vente a été déposé sur mon compte bancaire, moins les frais immobiliers et le solde restant de mon hypothèque. Lorsque tout a été finalement réglé, il me restait une somme substantielle, plus qu'assez pour rembourser complètement les frais de carte de crédit et recommencer à zéro ailleurs. Mais d'abord, j'avais une dernière chose importante à régler. J'ai appelé ma société de carte de crédit et j'ai signalé les frais comme étant une activité frauduleuse. Lorsqu'ils ont demandé des détails sur la situation, j'ai expliqué que quelqu'un avait utilisé ma carte sans autorisation pour réserver des vacances en croisière. Ils ont ouvert une enquête immédiatement et m'ont émis un crédit temporaire pendant qu'ils examinaient l'affaire plus avant. Le nom de ma mère était sur la réservation, bien sûr, ce qui rendrait l'enquête assez simple à résoudre pour eux. Ensuite, je suis allé en ligne et j'ai réservé ma propre croisière pour en profiter. Pas la même que celle où se trouvait ma famille, mais une compagnie de croisière entièrement différente, une destination tout à fait différente. Une aventure en solo dans les fjords de Norvège, partant le lendemain du retour prévu de mes parents. J'ai utilisé les points et le remboursement qui s'étaient accumulés sur ma carte de crédit grâce à leur achat non autorisé, ce qui m'a semblé être une justice poétique particulièrement appropriée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'espoir monté en moi. Je me choisissais enfin moi-même plutôt que tout le monde. Je sortais enfin du rôle que ma famille m'avait assigné et je revendiquais ma propre histoire. Ce n'était pas une question de vengeance, ce n'était pas vraiment ce qui me motivait. C'était une question de survie. C'était reconnaître que je méritais mieux que ce que j'avais accepté toute ma vie de leur part. Les nouveaux propriétaires prendraient possession de la maison la nuit précédant le retour de mes parents de leur croisière. J'avais déjà pris des dispositions pour que mes effets personnels soient complètement retirés de la propriété. Non pas qu'il restait grand-chose de toute façon. Mes parents reviendraient de leurs vacances volées pour trouver de parfaits étrangers vivant dans ce qu'ils avaient fini par considérer comme leur maison. Et je serais parti d'ici là, naviguant vers une nouvelle vie pour moi-même, entouré de glaciers et d'animaux sauvages, et du genre de paix qui vient du fait de fermer enfin une porte qui aurait dû être fermée il y a des années. Alors que je faisais ma valise pour mon voyage, je pensais aux appels téléphoniques qui viendraient inévitablement bientôt. Les accusations, les larmes, les culpabilisations que ma mère avait perfectionnées au cours de 3 décennies de pratique sur moi. Mais pour la première fois, je ne ressentais aucune anxiété à l'idée de les affronter. Je ne ressentais rien d'autre que du soulagement parce que cette fois, je n'allais pas répondre à leurs appels du tout. Cette fois, j'allais laisser les appels s'accumuler pendant que je regardais les aurores boréales depuis le pont d'un navire de croisière. Cette fois, j'allais prioriser complètement mon propre bonheur sur leurs attentes envers moi. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Camille. On passe le meilleur moment de tous les temps sur cette croisière. Merci d'avoir rendu cela possible, Serette. J'ai fixé le message pendant un long moment en silence, puis j'ai posé mon téléphone face contre la table. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait bientôt. Et honnêtement, même s'ils l'avaient su à l'avance, je doutais qu'ils auraient changé quoi que ce soit à leur comportement envers moi. Certaines personnes n'apprennent jamais jusqu'à ce que les conséquences les obligent à faire face à la réalité. Et ma famille était sur le point de recevoir une sacrée leçon à ce sujet. Le jour où les nouveaux propriétaires ont emménagé dans la maison était un jeudi. Je le savais parce que j'avais suivi l'itinéraire de croisière de ma famille de manière obsessionnelle, comptant les jours jusqu'à leur retour comme un prisonnier, marquant le temps jusqu'à la libération de la captivité. Leur navire devait accoster le vendredi matin au port, ce qui signifiait qu'ils seraient probablement à la maison en début d'après-midi ce jour-là. Le timing était absolument parfait pour mon plan. J'ai rencontré Jonathan et Claire, le jeune couple qui avait acheté ma maison, dans un café près de la propriété ce jeudi matin-là. Ils avaient la fin de la vingtaine, rayonnant pratiquement de la joie des jeunes mariés et de l'excitation à propos de leur première maison ensemble en tant que couple marié. Jonathan travaillait comme ingénieur dans une usine en dehors des limites de la ville, et Claire était infirmière au CHU du centre-ville. Ils semblaient être des gens vraiment bien, le genre de personnes qui prendraient soin de la maison correctement et construiraient une vie heureuse entre ces murs ensemble. Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour la conclusion rapide de cette vente, a dit chaleureusement Claire, les yeux brillants de gratitude envers moi.
Nous vivons chez les parents de Jonathan depuis des mois maintenant, économisant pour un apport sur notre propre logement. Nous ne nous attendions jamais à trouver quelque chose d'aussi parfait aussi vite. La maison a une bonne énergie, leur ai-je dit sincèrement. Et je pensais chaque mot. Malgré tout ce que ma famille m'avait fait subir là-bas au fil des ans, la maison elle-même n'avait jamais été le problème. Elle méritait un nouveau départ autant que moi. Je leur ai remis les clés et leur ai souhaité bonne chance dans leur nouvelle maison, ressentant un étrange mélange de tristesse et de libération alors que je les regardais s'éloigner pour commencer leur nouveau chapitre ensemble. Cette maison avait représenté une si grande partie de mon travail acharné au fil des ans, tant de mes rêves pour l'avenir. Mais ces rêves avaient été corrompus par la présence de ma famille là-bas, tordus en quelque chose de méconnaissable par rapport à ce que j'avais voulu. Maintenant au moins, la maison servirait à nouveau son véritable but. Ce serait un foyer pour des gens qui s'aimaient sincèrement, pas un symbole de mon exploitation sans fin par ma propre famille. Ce soir-là, j'ai fini de faire mes bagages pour ma croisière. Mon vol pour Copenhague partait tôt le lendemain matin et le navire quitterait le port samedi après-midi. J'avais réservé une cabine avec balcon pour moi-même, m'offrant un surclassement que je n'aurais jamais envisagé auparavant de ma vie. Mais ce voyage représentait plus que simplement s'éloigner temporairement de ma famille. C'était me prouver à moi-même que je valais l'investissement en argent et en temps. Je me suis couché tôt ce soir-là, réglant mon réveil pour 5 heures du matin. Alors que j'étais allongé dans l'obscurité de mon appartement seul, j'essayais d'imaginer ce que demain apporterait pour tout le monde. Mes parents arrivant à la maison de la croisière, épuisés par leur voyage, se plaignant probablement du long vol de retour et de la terrible nourriture de l'aéroport. Mon père cherchant sa clé de maison dans sa poche pendant que ma mère surveillait les bagages avec impatience. La confusion quand la clé ne fonctionnerait plus dans la serrure. La panique grandissante alors qu'il réaliserait que quelque chose n'allait terriblement pas dans la situation. J'aurais dû me sentir coupable de tout cela. Une bonne fille se sentirait coupable de faire subir un choc aussi terrible à ses parents âgés. Mais je ne me sentais pas coupable du tout. Je me sentais complètement libre. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit à côté de moi. Un SMS de ma mère envoyé malgré les frais d'itinérance internationale que je payais sans doute pour elle. Dernière nuit sur le navire ce soir, Camille pleure parce qu'elle ne veut pas encore partir. Ce sont les meilleures vacances de toute notre vie. Tu aurais vraiment dû venir avec nous, Chloé. J'ai lu le message 3 fois, m'émerveillant du manque total de conscience de soi qu'il contenait. Il m'avait volé 12 000 €, avait pris des vacances auxquelles je n'étais même pas invité à me joindre, et ma mère pensait toujours qu'elle pouvait me culpabiliser de ne pas les avoir accompagnés. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si profondément pathétique et triste. Je n'ai pas répondu à son message du tout. Au lieu de cela, j'ai complètement éteint mon téléphone et fermé les yeux, laissant le sommeil m'emporter loin des émotions compliquées qui menaçaient de me submerger entièrement. Demain serait un nouveau jour. Demain serait le début du reste de ma vie. L'alarme m'a réveillé à 5 heures du matin et j'étais à l'aéroport à 7 heures. Mon vol pour Copenhague s'est déroulé sans incident et en douceur et je suis arrivé au terminal de croisière avec des heures d'avance avant l'embarquement. Le navire était massif et impressionnant, d'un blanc étincelant contre le ciel gris de la mer du Nord au-dessus, et j'ai ressenti un battement d'excitation alors que je montais la passerelle pour commencer enfin mon aventure. Ma cabine était encore plus belle que ce à quoi je m'attendais. Le balcon donnait directement sur le grand large, et le lit était couvert de draps blancs impeccables qui semblaient plus invitants que tout ce sur quoi j'avais dormi depuis des années. J'ai déballé mes vêtements dans le placard, rangé mes articles de toilette soigneusement dans la salle de bain, puis je suis sorti sur le balcon pour respirer profondément et pleinement l'air salin. C'était vraiment en train d'arriver maintenant. Je faisais vraiment cela pour moi-même. J'étais sur un navire de croisière naviguant vers la Norvège pendant que ma famille rentrait chez elle pour découvrir que la vie qu'ils avaient tenue pour acquise ne les attendait plus là-bas. Mon téléphone était éteint depuis la veille au soir, et je n'avais aucune intention de le rallumer avant d'être prête à affronter la réalité. Mais alors que le navire commençait à s'éloigner lentement du quai, la curiosité l'a emporté. Finalement, j'ai allumé l'appareil et j'ai regardé les notifications affluer rapidement. 29 appels manqués, 15 messages vocaux en attente, 47 SMS, tous de mes parents et de Camille avec quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas. Le premier message vocal était de ma mère, laissé vers 14 heures. Chloé, quelque chose de très étrange se passe ici. Il y a des gens dans la maison. Ils disent qu'ils la possèdent légalement maintenant. Ce doit être une sorte de terrible erreur. Rappelle-moi immédiatement. Le second était de mon père,
1 heure plus tard que le sien. Chloé, ce n'est pas drôle du tout. La police est venue à la maison. Ils ont dit que nous devions quitter la propriété immédiatement. Où sommes-nous censés aller maintenant? Rappelle-nous tout de suite. Le troisième était de Camille. Sa voix aiguë et paniquée. Chloé, qu'est-ce que tu nous as fait? Maman et papa paniquent complètement à ce sujet. Tu ne peux pas juste vendre la maison sans leur en parler d'abord. C'est complètement insensé. Appelle-moi tout de suite. J'en ai écouté quelques autres, regardant la chronologie de leur désespoir grandissant se dérouler devant moi. La confusion avait d'abord cédé la place à la panique, puis à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait presque à une peur véritable. Au 10e message, ma mère pleurait ouvertement, exigeant de savoir comment je pouvais faire cela à ma propre famille qui m'avait élevé. Mais voilà le truc avec la manipulation. Elle ne fonctionne que si la cible se soucie encore de l'approbation du manipulateur. Et après 33 ans à être tenue pour acquise, rejetée et exploitée, j'avais finalement cessé de me soucier de ce qu'ils pensaient de moi. J'ai supprimé tous les messages vocaux sans écouter le reste. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone à nouveau complètement et je suis allé dîner seul. La salle à manger sur le navire de croisière était absolument spectaculaire à voir. Tout en lustre étincelant et fenêtres du sol au plafond qui mettaient en valeur l'étendue infinie de l'océan à l'extérieur. J'étais assise à une table pour une personne, ce qui aurait pu être solitaire dans des circonstances différentes de celle-ci. Mais ce soir, entouré du doux bourdonnement des conversations et du tintement de la porcelaine fine autour de moi, je ne ressentais rien d'autre que la paix. J'ai commandé le saumon pour mon repas, accompagné d'un verre de vin blanc qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépenserais normalement pour une semaine de course à la maison. Mais j'avais fini de me refuser les plaisirs simples que tout le monde semblait prendre pour acquis facilement. J'avais fini d'être la personne qui ne voyageait jamais, ne dépensait jamais pour elle-même, ne vivait jamais sa vie pleinement. Pendant que je mangeais mon dîner, je pensais à ma famille et à ce qu'ils pouvaient être en train de faire en ce moment même. C'était déjà tard dans la soirée à Lille, et ils étaient effectivement sans abri depuis environ 8 heures maintenant. Où étaient-ils allés pour s'abriter? Dans un hôtel, probablement. Bien que ma mère détesterait grandement la dépense. Peut-être avait-il appelé l'un de leurs amis, mendiant une chambre d'amis jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre quoi faire ensuite concernant leur situation. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir mal à propos du chaos que je leur avais causé. C'étaient mes parents, après tout, les gens qui m'avaient élevé. J'avais grandi dans leur maison, mangé leur nourriture, porté les vêtements qu'ils me fournissaient. Ne leur devais-je pas quelque chose pour tout cela au moins? Mais ensuite, je me suis souvenu des 12 700 € sur ma carte de crédit qu'ils avaient volés. Je me suis souvenu des années passées à payer leurs factures alors qu'ils ne contribuaient absolument à rien. Je me suis souvenu de chaque Noël où les cadeaux de Camille étaient empilés ou alors que les miens étaient une arrière-pensée. Je me suis souvenu de chacune de mes réussites qui étaient complètement ignorées. Chaque sacrifice qui était tenu pour acquis. Chaque moment où l'on m'a fait sentir que je ne comptais pour personne. Non, je ne leur devais plus rien du tout. J'avais payé ma dette envers ma famille 1000 fois déjà. Il était temps pour eux d'affronter les conséquences de leur propre choix. Le lendemain matin, je me suis réveillé à la vue de la côte norvégienne au loin à l'extérieur de mon balcon. Nous naviguions à travers les fjords, entourés de montagnes enneigées et de forêts denses de conifères qui descendaient magnifiquement jusqu'au bord de l'eau. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et pendant un instant, j'ai complètement oublié tout le reste. J'ai passé toute la journée sur le pont, emmitouflé dans des couches contre l'air frais du nord, guettant les baleines et les aigles et l'aperçu occasionnel de glaces de glaciers flottant dans l'eau autour de nous. D'autres passagers bougeaient autour de moi constamment, des couples se tenant la main romantiquement, des familles avec des enfants riant, des groupes d'amis prenant des photos ensemble. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul du tout. J'avais l'impression d'être exactement là où j'étais censé être. Cet après-midi-là, alors que nous approchions de notre première escale, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Les notifications avaient continué à s'accumuler régulièrement pendant la nuit, bien que le rythme ait quelque peu ralenti. Ma famille devait s'être épuisée avec le barrage initial d'appels et de messages. Le message vocal le plus récent était de mon père, laissé vers minuit la veille. Sa voix était fatiguée et complètement vaincue, dépouillée de la colère qui avait caractérisé ses messages précédents. « Chloé, je ne comprends pas pourquoi tu nous as fait ça. Nous sommes dans un motel maintenant pour ce soir. La carte de crédit que tu nous as donnée pour les urgences a été refusée à l'hôtel,
nous avons donc dû utiliser notre propre argent à la place. Ta mère est complètement effondrée à cause de ça. Camille est encore hystérique. Nous pensions rentrer de vacances joyeusement et au lieu de cela, nous avons trouvé des étrangers dans notre maison. Comment as-tu pu nous faire ça? S'il te plaît, rappelle-nous. Nous devons parler de cette situation ensemble. J'ai écouté le message 2 fois, analysant chaque mot soigneusement. Notre maison. Il l'appelait encore notre maison. Même après y avoir vécu gratuitement pendant 4 ans pendant que je payais tout. Même maintenant, face aux conséquences de leurs actes, ils ne pouvaient pas voir la vérité. Ils ne pouvaient pas comprendre que cela n'avait jamais été leur maison pour commencer. J'ai tapé un SMS soigneusement, la première communication que je leur envoyais depuis que tout cela avait commencé. La maison m'appartenait légalement. Vous y avez vécu gratuitement pendant que je payais toutes les factures. Vous m'avez volé 12 700 € pour prendre des vacances auxquelles je n'étais pas invité. Vous m'avez traité comme un distributeur automatique pendant 33 ans. J'en ai fini avec vous tous. Ne me contactez plus. J'ai envoyé le message et bloqué leurs 3 numéros immédiatement. Ensuite, j'ai bloqué leurs adresses e-mail et je les ai retirés de mes amis sur toutes les plateformes de médias sociaux. Un par un, j'ai coupé chaque connexion numérique qui me maintenait attaché à leur toxicité. Quand j'ai eu fini avec tout, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis de nombreuses années. Le poids de leurs attentes, de leurs exigences, de leur déception constante à mon égard. Tout cela avait complètement disparu. J'étais enfin libre d'être qui je voulais être sans leur jugement planant sur chaque décision que je prenais. Le navire a accosté à notre première escale, un petit village de pêcheurs avec des maisons colorées grimpant magnifiquement sur la colline. J'ai rejoint une excursion à terre vers un glacier, randonnant à travers une nature sauvage immaculée pour me tenir à la base d'une ancienne rivière de glace. Le guide a expliqué comment les glaciers se formaient au fil du temps, comment ils bougeaient lentement, comment ils fondaient et reculaient finalement. C'était une leçon sur l'impermanence, sur la façon dont même les choses apparemment les plus solides pouvaient changer avec le temps. Alors que je me tenais là, émerveillé, regardant l'immense mur de glace bleu-blanc devant moi, j'ai pensé à la personne que j'étais. Le paillasson, celle qui voulait plaire à tout le monde, la sœur invisible qui donnait tout et ne recevait rien en retour. Cette version de Chloé fondait maintenant, reculant comme le glacier devant moi. Et à sa place, quelque chose de nouveau émergeait. Je ne savais pas encore qui je deviendrais dans le futur. Mais pour la première fois de toute ma vie, j'étais vraiment excité de le découvrir. La croisière a continué pendant encore 5 jours après cela, chacun plus merveilleux que le dernier. Nous avons visité Bergen et Stavanger, navigué devant le magnifique glacier Briksdal, et passé une nuit magique à regarder les aurores boréales danser dans le ciel depuis le pont supérieur du navire. J'ai parlé à des étrangers facilement, essayé de nouveaux plats avec audace, et fait des choses que je n'aurais jamais envisagées auparavant dans ma vie. J'ai fait de la tyrolienne à travers la canopée d'une forêt. J'ai mangé du crabe royal pêché frais le matin même. J'ai acheté une œuvre d'art coûteuse pour accrocher dans la maison que je me ferai ensuite. Et à travers tout cela, je n'ai pas beaucoup pensé à ma famille. Pas vraiment. Ils existaient quelque part au fond de mon esprit, un souvenir s'effaçant d'une vie que je laissais derrière moi, mais ils ne dominaient plus mes pensées. Ils ne contrôlaient pas mes émotions. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais entièrement dans le moment présent, et c'était absolument glorieux. Lors de la dernière nuit de la croisière, je me suis assise sur mon balcon avec une coupe de champagne, regardant les étoiles émerger une à une au-dessus de la mer qui s'assombrissait. Nous arriverions à Copenhague le lendemain matin. Et de là, je devrais comprendre ce qui viendrait ensuite pour moi. J'avais l'argent de la vente de la maison, assez pour recommencer à zéro quelque part ailleurs. Je pouvais aller n'importe où, faire n'importe quoi. Les possibilités étaient infinies, terrifiantes et merveilleuses à la fois. Mon téléphone était posé sur la table à côté de moi, toujours silencieux, mais plus complètement ignoré. J'avais débloqué les numéros de ma famille quelques heures auparavant, curieuse de voir s'ils essayaient toujours de me joindre. C'était le cas. Les appels avaient continué, bien que moins fréquemment maintenant. Les messages vocaux étaient devenus plus courts, plus désespérés. Et les SMS avaient évolué des exigences aux supplications. Chloé, s'il te plaît. Nous avons vraiment besoin de parler de ça. Je sais que nous n'étions pas des parents parfaits, mais c'est trop. Où sommes-nous censés vivre maintenant? Tu ne peux pas juste nous abandonner comme ça. Maman n'arrête pas de pleurer à cause de ça. Es-tu heureuse maintenant?
Ce dernier venait de Camille, et il m'a fait rire aux éclats. Ma sœur, qui n'avait jamais travaillé une journée complète de sa vie, à qui on avait toujours tout donné pendant que je luttais pour des miettes, essayait de me faire sentir coupable des larmes de ma mère. L'ironie était presque trop parfaite pour y croire. Je n'ai répondu à aucun des messages. Quel en serait l'intérêt? Ils n'étaient pas intéressés à comprendre ce qu'ils avaient fait de mal. Ils voulaient juste que je répare la situation, que je redevienne la Chloé fiable qui nettoyait les dégâts de tout le monde pour eux. Et cette Chloé n'existait plus. Le lendemain matin, j'ai débarqué du navire et j'ai trouvé mon chemin vers l'aéroport. J'avais quelques heures avant mon vol de retour pour Lille, alors je me suis arrêté dans un café et j'ai sorti mon ordinateur portable. Il était temps de commencer à planifier le prochain chapitre de ma vie. J'avais déjà décidé de ne pas retourner dans mon appartement là-bas. Le bail se terminait à la fin du mois de toute façon, et il n'y avait plus rien qui me retenait dans le Nord. Mon travail au cabinet comptable était correct, mais je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais pris parce que c'était stable, parce que cela me permettait de soutenir ma famille, parce que c'était le choix responsable. Mais j'avais fini de faire des choix responsables qui ne profitaient qu'aux autres. J'ai commencé à rechercher des villes où je pourrais vouloir vivre à la place. Bordeaux, Grenoble, Aix-en-Provence, des endroits avec des montagnes où de la culture et le genre d'énergie qui semblait vivant. J'ai fait des listes de pour et de contre, des attentes salariales et des calculs de coûts de la vie. Au moment où mon vol a été appelé, j'avais réduit le choix à 3 options. Le vol de retour a été long, me donnant beaucoup de temps pour réfléchir à tout. Je pensais à mes parents bloqués sans le filet de sécurité qu'ils avaient tenu pour acquis. Je pensais à Camille forcée pour la première fois de sa vie de faire face à des conséquences réelles. Je pensais à toutes les années passées à être invisible, à être utilisé, à être tenu pour acquise par les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Et je pensais à l'avenir. Mon avenir. Un avenir où je comptais. Un avenir où mes besoins comptaient. Un avenir où je n'avais pas à sacrifier tout ce que j'avais juste pour garder les autres confortables. Quand j'ai atterri à Lille, je ne suis pas retourné à mon appartement. Au lieu de cela, je me suis enregistré dans un hôtel près de l'aéroport et j'ai dormi pendant 12 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, je me sentais plus reposé que je ne l'avais été depuis des années. J'ai passé la semaine suivante à conclure ma vie dans le Nord. J'ai donné ma démission au travail, remerciant mon patron pour les opportunités, mais expliquant que j'étais prête pour un changement. J'ai emballé mon appartement, donnant la plupart de mes biens à des œuvres caritatives locales et n'expédiant que l'essentiel vers ma nouvelle destination. J'avais choisi Grenoble, attiré par les montagnes, le soleil et la promesse d'un nouveau départ. Tout au long de cela, les appels et messages de ma famille ont continué. Ils avaient découvert où je logeais et se sont présentés à l'hôtel une fois, mais j'ai demandé à la réception de leur dire que je n'étais pas disponible pour les voir. J'ai regardé depuis ma fenêtre alors que ma mère faisait les 100 pas sur le parking, son téléphone pressé contre son oreille, laissant probablement un autre message vocal que je n'écouterai jamais. Une partie de moi voulait les confronter, expliquer exactement pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, mais je savais que ce serait inutile. Ils n'accepteraient jamais la responsabilité de leurs actes. Ils ne reconnaîtraient jamais les années de favoritisme et d'exploitation. Ils ne feraient que tout retourner, se faire passer pour les victimes et essayer de me culpabiliser pour réparer la situation. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai laissé mon absence parler d'elle-même. Et quand le camion de déménagement s'est éloigné de mon appartement vide, transportant tout ce que je possédais vers une nouvelle vie dans une nouvelle ville, je n'ai pas regardé en arrière. Grenoble m'a accueilli à bras ouverts et avec du soleil. J'ai trouvé un appartement dans un quartier plein de cafés et de librairies. Le genre d'endroit où j'avais toujours rêvé de vivre mais que je n'avais jamais pensé mériter. Les montagnes étaient visibles depuis la fenêtre de ma chambre. Des pics enneigés qui me rappelaient chaque matin que j'avais fait le bon choix. Recommencer à 0 à 33 ans était plus difficile que prévu, mais aussi plus gratifiant. J'ai trouvé un nouvel emploi dans un cabinet de conseil financier où mon expérience et mon éthique de travail étaient réellement appréciées. Mes collègues m'invitaient à des apéros et à des randonnées le week-end, me traitant comme une égale plutôt que comme une bête de somme invisible. Je me suis fait des amis, de vrais amis, des gens qui m'aimaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais faire pour eux. Les mois ont passé et les appels de ma famille ont progressivement ralenti pour devenir un filet. De temps en temps, je recevais un message d'un numéro inconnu et je savais que c'était l'un d'eux essayant de passer, mais je ne répondais jamais. Et finalement, même ces tentatives ont cessé. J'ai appris par un cousin éloigné que mes parents avaient emménagé avec Camille,
qui avait accepté à contre-cœur de les accueillir après que le motel soit devenu trop cher. L'arrangement ne se passait pas bien. L'appartement de Camille était exigu. Mes parents se plaignaient constamment du manque d'espace et d'intimité, et tout le monde blâmait tout le monde pour leur situation. L'enfant chéri expérimentait enfin ce que cela faisait d'être responsable de nos parents, et de toute évidence, elle ne le gérait pas avec grâce. La société de cartes de crédit avait terminé son enquête et tranché en ma faveur. Les frais avaient été frauduleux, effectués sans mon autorisation, et ma famille était désormais responsable du remboursement de la dette. Je n'avais aucune idée de la façon dont ils géraient cela. Et honnêtement, je m'en fichais. Ce n'était plus mon problème. J'ai commencé une thérapie au cours de mon 2e mois à Grenoble, quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné ma famille, les rôles que nous avions tous reçus et le courage qu'il avait fallu pour se libérer. Elle a validé mes sentiments d'une manière que personne n'avait jamais faite auparavant, me disant que je n'étais pas égoïste de vouloir être traité avec respect. J'étais juste humaine. Le processus de guérison a été lent et parfois douloureux. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi, où la culpabilité s'est insinuée et a murmuré que j'aurais dû trouver un meilleur moyen. Mais ces moments sont devenus de plus en plus rares à mesure que je construisais ma nouvelle vie. Entouré de gens qui me valorisaient réellement. Un soir, environ 8 mois après mon déménagement, j'ai reçu une visite inattendue à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour trouver Camille debout là, semblant plus vieille et plus fatiguée que je ne l'avais jamais vue. « Chloé » a-t-elle dit, la voix brisée. « Il faut qu'on parle. » Je l'ai fixée pendant un long moment, notant les cernes sous ses yeux et la façon nerveuse dont elle serrait son sac à main. Ce n'était pas la sœur confiante et titrée dont je me souvenais. C'était quelqu'un qui avait été brisé par le poids de ses propres choix. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je demandé, sans bouger pour la laisser entrer. « J'ai engagé un détective privé. S'il te plaît, Chloé, donne-moi juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté et j'ai laissé Camille entrer dans mon appartement. Elle a regardé autour de mon salon confortable, observant l'art sur les murs et les plantes près de la fenêtre, et la preuve d'une vie bien vécue. Je pouvais voir l'envie scintiller dans ses yeux. La réalisation que j'avais construit quelque chose de beau pendant qu'elle se noyait. « Bel endroit » a-t-elle dit doucement. « On dirait que tu vas bien. »« C'est le cas » ai-je répondu, sans lui offrir de siège. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» Elle a pris une profonde inspiration, et je me suis préparé à la manipulation que je savais venir. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a surprise. Je suis venu m'excuser. J'ai attendu, ne disant rien. Pas parce que je pense que cela changera quoi que ce soit, a-t-elle continué, sa voix tremblante. Je sais que tu ne vas pas me pardonner, et je ne t'en blâme pas, mais j'avais besoin que tu saches que je comprends enfin ce que nous t'avons fait. Vivre avec maman et papa ces derniers mois a été un cauchemar. Ils me traitent de la même manière qu'ils t'ont toujours traité. Rien de ce que je fais n'est assez bien. Tout est de ma faute. Et j'ai réalisé que c'était à ça que ressemblait toute ta vie. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Un mélange compliqué de justification et de chagrin. C'était ce que j'avais voulu, n'est-ce pas? Que ma famille voie enfin la vérité. Mais l'entendre des lèvres de Camille ne semblait pas aussi satisfaisant que je l'avais imaginé. Ils te blâment pour tout, tu sais, a-t-elle dit. Ils disent que tu as ruiné leur vie, que tu es sans cœur et cruel, mais la vérité est qu'ils ne veulent pas admettre ce qu'ils ont fait de mal. Ils ne le feront jamais. Et j'ai été pareil pendant trop longtemps. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Vivre avec eux. Camille a ri amèrement. Voir comment ils fonctionnent de près, ils prennent tout et ne donnent rien. Ils critiquent constamment. Ils s'attendent à ce que tu sacrifies toute ton existence pour leur confort. Ça te rappelle quelque chose? C'était le cas. Cela ressemblait exactement à toute mon enfance, toute ma vie d'adulte jusqu'à il y a 1 an. Je ne te demande pas de me laisser revenir dans ta vie, a dit Camille. Je sais que je ne mérite pas ça. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant et que je suis désolé pour tout. Nous sommes restés en silence un moment. 2 sœurs séparées par des années de ressentiment et d'inégalité. Je pouvais voir que Camille était sincère, que quelque chose en elle avait véritablement changé. Mais je savais aussi qu'une excuse ne pouvait pas défaire des décennies de dégâts. Merci d'avoir dit ça, ai-je finalement dit. Ça signifie quelque chose, même si ça ne change rien.
Camille a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu fais ce que j'ai fait, lui ai-je dit. Tu pars. Tu construis ta propre vie. Tu arrêtes de les laisser te contrôler. Mais ce sont nos parents et ce sont des adultes qui ont fait leur propre choix tout comme nous devons faire les nôtres. Elle m'a regardé pendant un long moment et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. De la compréhension peut-être ou de la résignation. Puis elle a essuyé ses yeux et s'est tournée vers la porte. Au revoir, Chloé. Au revoir, Camille. Je l'ai regardé marcher dans le couloir vers l'ascenseur, et j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé les montagnes, pensant à tout ce qui m'avait mené à ce moment. Les années passées à être invisibles, les frais de carte de crédit qui m'avaient finalement brisé, la vente de la maison qui m'avait libéré, et maintenant l'excuse inattendue de Camille. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite entre moi et ma famille. Peut-être rien. Peut-être que Camille trouverait sa propre force et s'échapperait comme je l'avais fait. Ou peut-être qu'elle retomberait dans les vieux schémas, trop effrayée pour se libérer complètement. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus ma responsabilité de la sauver. Dans les mois qui ont suivi, j'ai entendu des mises à jour occasionnelles par le biais de la famille. Mes parents avaient fini par trouver un petit appartement qu'ils pouvaient se permettre. Bien que ce ne fût rien de comparable à la maison dans laquelle ils avaient vécu gratuitement pendant si longtemps. Le dos de mon père avait empiré et il utilisait maintenant une canne. Ma mère avait commencé à travailler à temps partiel dans une épicerie, quelque chose qu'elle avait toujours considéré comme indigne d'elle. Un an après la croisière qui avait tout changé, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de ma mère, un long message manuscrit plein de griefs, d'accusations et de supplications pour la réconciliation. Elle me blâmait d'avoir détruit la famille, d'être sans cœur, de me soucier plus de l'argent que de mes propres parents. Elle prétendait que tout ce qu'ils avaient fait était par amour, que j'avais mal compris leurs intentions, que je leur devais des excuses. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai passée à la déchiqueteuse. Certaines choses ne valaient pas la peine d'y répondre. Quant à moi, j'ai continué à construire la vie que j'avais toujours voulu. J'ai obtenu une promotion au travail, lancé une activité parallèle de coaching financier pour jeunes professionnels, et même adopté un chat qui se blottissait contre moi chaque nuit. J'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours rêvé de visiter, n'attendant plus la permission ni ne me sentant coupable de dépenser de l'argent pour moi-même. Mes parents ne se sont jamais vraiment remis des conséquences de leurs actes. La dette de carte de crédit les a suivis pendant des années, un rappel constant de la croisière qui leur avait tout coûté. Sans mon revenu pour subventionner leur mode de vie, ils ont été contraints de vivre selon leurs moyens pour la première fois depuis des décennies. La santé de mon père a continué de décliner, et ma mère est devenue de plus en plus amère et isolée alors que ses amis se fatiguaient de ses plaintes constantes concernant sa fille ingrate. Camille a finalement déménagé à travers le pays pour leur échapper. Bien que la question de savoir si elle s'est jamais vraiment libérée des schémas familiaux reste floue, la retraite confortable qu'ils avaient envisagée, financée entièrement par mon sacrifice sans fin, s'était évanouie au moment où j'ai arrêté de jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné. Debout sur mon balcon à l'anniversaire de cette croisière fatidique, regardant le soleil se coucher derrière les Alpes, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. La colère s'était estompée avec le temps, remplacée par quelque chose de plus calme et de plus paisible. J'avais voulu la justice, et je l'avais obtenue. Mais la vraie victoire n'était pas de voir ma famille subir les conséquences de leurs actes. La vraie victoire était de me tenir ici dans mon propre appartement, dans ma propre ville, vivant ma propre vie selon mes propres termes. En regardant tout cela, j'ai réalisé que vendre la maison n'avait pas du tout été une question de vengeance. C'était une question de survie, de me choisir enfin après 33 ans à avoir appris que mes besoins ne comptaient pas. La paix que je ressentais maintenant ne venait pas du fait de voir ma famille lutter, mais d'avoir enfin fermé la porte sur la version de moi-même qui tolérait d'être traitée comme si elle ne valait rien.